Vous dites quelque part rechercher des solutions diplomatiques pour sortir de la nasse de Gaza, puisque Gaza est une nasse où, au gré du feu qui s'abat sur Gaza, on se retrouve avec des personnes qui sont piégées dans un univers qui devient particulièrement lourd, et je ne reviens pas sur le bilan des victimes qu'a dressé mon prédécesseur. Mais en revanche, moi je vous demande, vous parlez de solutions diplomatiques, vous parlez de communauté internationale, mais où est-elle? Est-ce qu'on va gesticuler encore sur des solutions internationales qui ne viennent pas? C'est une question de vie, c'est une question d'urgence. Nous ici, où Victor Hugo s'est exprimé dans cet hémicycle, comment pouvons-nous admettre qu'il n'y ait pas d'humanisme, d'humanité dans la solution à trouver? Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'incantations. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, efficacement? Monsieur le ministre, j'entends donc l'engagement de votre réponse, mais il n'est pas à la hauteur, parce que lorsque nous avons un président qui joue la montre, on ne peut plus jouer la montre. Si vous jouez la montre et si on continue à attendre, eh bien, il n'y aura plus de solution, pas plus à deux États qu'à un seul dans la bande de Gaza, parce qu'il n'y aura plus personne. Madame la ministre, le 7 décembre 2023, le président de la République déclare sa flamme à l'université et au monde de la recherche. Quelques semaines plus tard, changement de ton, 10 milliards d'annulation de crédits publics, 900 millions concernés pour l'enseignement supérieur et la recherche publique avec 700 millions étant proportionnellement l'une des plus touchées. Dans le même temps, le crédit d'impôt recherche s'élève à 7,6 milliards d'euros. Il est toujours aussi décrié. Cette rupture s'inscrit dans la continuité de ce qui est fait depuis plusieurs années. Un recours de plus en plus important à des emplois précaires et à des vacataires, et ensuite des inégalités croissantes entre les disciplines et les établissements, dans un contexte où un tiers du patrimoine universitaire est dans un état peu ou pas satisfaisant. Ma question est toute simple. Que comptez-vous faire pour nos universités? Madame la ministre, j'entends le discours managérial habituel du gouvernement. Mais non, Madame la ministre, on ne fait pas de bons travaux dirigés avec 60 étudiants dans une salle, pas plus qu'on est dans de bonnes conditions avec un amphithéâtre à 14 degrés. Vous n'avez pas la confiance des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Seulement 4% ont un avis positif sur leur réforme. Ensuite, le recours massif à l'emploi précaire vient miner notre enseignement supérieur quand les salaires académiques sont toujours peu élevés. On estime qu'il faudrait 10 000 recrutements dans les universités pour retrouver le taux d'encadrement de 2010. 25% des étudiants sont désormais dans l'enseignement privé contre 15% dans les années 1990, alors que cet enseignement n'a pas la même obligation de transparence. Et en fait, à la fin, vous renoncez à la promesse républicaine parce que ce sont les étudiants les plus favorisés qui fréquentent les meilleurs établissements. Il y a plus d'étudiants, de familles qui ont des enfants dans les catégories supérieures qui sont diplômés que s'agissant des ouvriers. Le Premier ministre disait il y a quelques semaines que vous étiez le gouvernement du dépassement. C'est faux, Madame la ministre. Pour la recherche, pour l'enseignement et pour l'université, vous êtes le gouvernement du déclassement. Tout à l'heure, à 18h, se tiendra devant les ministères sociaux et à l'appel de plusieurs associations un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la santé. Qu'il s'agisse des filières universitaires, Madame la ministre, ou alors des établissements publics ou privés de santé, Monsieur le ministre. Le sexisme d'atmosphère, les fresques pornographiques, l'entre-soi masculin, les inégalités de carrière. Pourquoi vous vous sentez concerné quand je parle d'entre-soi masculin, chers collègues? Les inégalités de carrière. Je crains que tout ceci ne contribue pas à l'attractivité de l'hôpital dans un secteur où la majorité des professions sont très féminisées et où il y a une grave pénurie de personnel. J'espère que les organisatrices de ce mouvement seront reçues comme elles le souhaitent par les ministres compétents et qu'elles obtiendront les réponses qu'elles attendent. Plus globalement, le MeToo des armées, MeToo hôpital, MeToo cinéma, MeToo politique également. Chaque secteur a besoin d'un traitement dédié. Mais il faut aussi une grande loi globale. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles appelle un traitement général complet.
C'est le sens des images et de l'appel lancé il y a quelques jours dans Le Monde par la Fondation des femmes pour une loi intégrale. Nous appellerions plutôt ça une loi d'orientation ou une loi de programmation qui inclurait les moyens, les réformes nécessaires, la totalité de la chaîne: prévention, accompagnement, prise en charge des victimes, répression des auteurs et réparation. Madame la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, comment le Gouvernement entend-il répondre à cette proposition et selon quelle méthode de participation démocratique et collective? Madame la ministre, de votre réponse, mais nous légiférons mal sur ces sujets-là, par petites propositions de loi, par petits morceaux de patchwork, de carrés de crochet que nous tricotons ici patiemment. Nous avons besoin d'une grande loi, pas simplement d'une somme de petites lois, parce que nous manquons de traitement global des violences.